Et bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast d'une très longue série, je l'espère, de vidéos à vos côtés. Ça sera donc voilà la première vidéo que je poste sur la chaîne. Et pour vous expliquer un peu l'idée, la chaîne sera une chaîne d'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on va faire non pas comme toutes les estras, toutes les arnaques que vous voyez sur YouTube, des vidéos pour vous vendre des formations ou que sais-je, vous apprendre à être un bon entrepreneur alors que bon derrière il y a pas de chiffres. Non, là on va faire une vraie aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire que vous allez venir avec nous dans notre quotidien, on va vous prendre avec nous et on va essayer de vous faire vivre la vie qu'on a au sein de la création de notre boîte, de nos boîtes en réalité, puisqu'il y en aura peut-être plusieurs, et de parler voilà, de nos difficultés, de nos facilités, des choses qu'on arrive à faire, tout ce qui pourra aller autour de l'entrepreneuriat. Peut-être parler des thèmes rapidement qu'on va aborder sur la chaîne. Il y aura en gros plusieurs choses que vous pourrez suivre. La première, c'est une entreprise qu'on est en train de créer. Alors, on est en train de créer une boîte dans un secteur un peu particulier parce qu'il s'agit d'immobilier. Donc je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent et sont intéressés par le sujet. C'est vrai que c'est un sujet assez passionnant, assez intéressant. Donc on pourra passer un peu de temps sur l'immobilier, analyser ce qu'on offre. On pourra aller aussi sur des trucs un peu plus thématiques, revoir éventuellement des investissements immobiliers que vous faites, voir ce que les gens proposent sur YouTube, faire des reviews, etc. Et puis peut-être aussi vous apprendre le peu de choses qu'on sait, c'est-à-dire comment bien calculer sa renta, où acheter, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on achète, comment est-ce qu'on assesse un bien, toutes ces questions qui pourront potentiellement être intéressantes pour vous. Et puis, on abordera peut-être des choses un peu plus personnelles, au-delà de cette première boîte. Peut-être déjà les side hustles qu'on peut avoir, histoire de subvenir à nos besoins, Yanis et moi. Donc je vous ferai peut-être aussi une introduction de qui on est, où on en est, pourquoi on s'est retrouvé à monter des boîtes dans l'IMO. Et on parlera voilà, peut-être aussi de nos parcours de vie, aborder des sujets de motivation, de réussite personnelle, de choses qu'on met en place dans nos vies qui peuvent marcher ou pas. Pourquoi pas de sport, par exemple, je sais pas, il y a pas mal de choses dont on pourrait parler. Mais tout ça dans quand même l'optique de d'assister à un développement. Le but, c'est d'avoir un journal qui stagne pas, en fait, qui est quand même de suivre une progression. Et donc, c'est sûr que cette première vidéo, bah même, je suis sûr que par rapport aux prochaines vidéos, elle sera pas forcément travaillée. Elle aura pas, aux yeux de beaucoup, une grande qualité. Mais enfin, c'est un premier pas. Et comme tous les premiers pas qu'on fait et qu'on essaie de faire en ce moment, le but, ça sera de faire mieux au fur et à mesure qu'on avance. Alors, peut-être, avant de partir dans le vif du sujet, dans l'explication de la boîte, etc., on peut faire un point sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, comment on s'est retrouvé à faire ça. Et en réalité, la réponse est très simple et pas du tout originale. On est deux très bons amis qui se sont rencontrés au travail. Donc, les deux ont travaillé dans une boîte qui faisait du venture capital, donc du financement de start-up. Un peu particulier parce que c'était du CVC, donc du corporate venture capital. C'était souvent avec des fonds de grosses entreprises. Et du coup, on se retrouvait à avoir une vie assez sympa parce qu'on était à cheval entre d'un côté un boulot quasiment de conseiller en stratégie de grandes boîtes, euh, donc sur Genève, où on les aidait à faire leur stratégie pour les startups. Métier vraiment très cool. On a passé beaucoup de temps à réfléchir sur des problématiques d'assurance, de PropTech, donc d'immobilier. On a pas mal bossé avec des fintech, de la finance, en réalité sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de types de boîtes.
Mais bon, il y avait quand même une prépondérance de ces sujets-là. Et en fait, c'était quand même vachement l'éclate de travailler sur des boîtes jeunes, des boîtes qui avaient un gros potentiel en Suisse. Et puis, comme on travaillait sur les premières étapes de ces projets-là, on pouvait concevoir tout derrière. Donc, c'était vraiment comme à chaque fois des petits lancements d'entreprise. Et ça, c'était vraiment très sympa. Et puis, il y avait une autre dimension dans ce truc, c'est que euh, on faisait aussi de l'accompagnement de vraies startups, donc du financement de vraies startups, mais aussi de l'accompagnement de vraies startups. Et donc, on pouvait les aider, euh, voilà, dans la même fibre, hein, dans la même idée, à développer leur boîte, à réfléchir au marché, à concevoir des idées de startups, euh, jusqu'au moment où il y a eu même un pivot dans la boîte, et nous, on a commencé à chercher nous-mêmes des idées de boîte. Donc ça a été aussi un moment. Bon, alors, il y avait des côtés casse-couilles, on va pas se mentir. C'est-à-dire que quand on passe sa journée dans 500 types de boîtes différentes, donc on analyse 500 boîtes par jour pour voir lesquelles pourraient être applicables en Suisse. En plus de ça, désolé si la personne écoute, mais l'Excel on travaille sur Notion, le Notion dans lequel on recensait les boîtes était infernal à remplir. C'était vraiment une catastrophe. Le process n'était pas du tout smooth. Donc, on perdait un temps de fou à revoir ces boîtes. Bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, on pouvait passer notre journée dans 500 boîtes différentes. On s'ouvrait vraiment la tête à plein d'idées nouvelles, à plein de trucs alternatifs et toujours réfléchir à comment je l'applique en Suisse, etc. Donc, quand on aimait l'entrepreneuriat, c'était vraiment un métier de rêve. Et puis, l'idée nous a assez vite venue de vouloir passer de l'autre côté de la barrière, donc de monter des boîtes. En réalité, hein, vous vous en doutez, si on était déjà dans ces secteurs-là, c'est qu'au fond, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui nous parlait. Et puis, alors, attends, je vais mettre la caméra, hop, voilà. Et puis, c'était aussi, en réalité, je pense, hein, comme beaucoup de gens en sortie d'école, je savais pas trop, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, et j'étais rassuré. Instinctivement, j'étais rassuré par le côté, il y a du conseil, donc tu pourras vendre ton truc de conseil, etc. Bon, en vrai, le conseil, c'est de la merde. Je le dis aujourd'hui, le consulting, c'est de la merde. Ça ne sert à rien, et en fait, c'est vraiment de l'intérim de luxe. Voilà, c'est pas autre chose. Mais enfin, c'est toujours bon à avoir sur son CV. Et quoi qu'il en soit, on s'est connus, voilà, je me perds hein, dans tous les côtés, mais on s'est connus avec Yanis dans cette première boîte qui s'appelait Fusion. Et Yanis avait fait Dauphine, il avait fait les beaux masters de Dauphine, voilà, le 225 si je dis pas de bêtises. Et moi, j'avais fait une école de commerce, donc parcours de connard classique de start-up. Rien d'innovant de ce côté-là, mais voilà, on n'était peut-être pas forcément les archétypes non plus. On a des façons de penser qui sont un peu différentes, etc. Du reste des écoles de commerce ou peut-être de Dauphine. Enfin, quoi qu'il en soit, on l'a quand même fait. Et donc, après nos études, on a pris des chemins différents. Déjà, on a un petit écart d'âge. Yanis il est de 93, si je dis pas de bêtises, donc il a 4 ans de plus que moi. Lui a travaillé en Italie, il a monté une boîte là-bas. Il a travaillé pour Lazare, la banque. Il a bossé aussi pour un family office italien. Donc, en l'occurrence, c'est à la fois à Paris et à la fois en Italie. Puis, il a monté sa boîte là-bas, et sa femme, donc, à qui il est aujourd'hui marié, sa copine à l'époque, n'a pas eu la fibre italienne. Elle n'a pas du tout accroché, je crois, avec l'Italie, donc il est retourné vivre à Genève. Et moi, je suis issu de Bourgogne, en fait, je suis vraiment de la France rurale, la France des vaches et des tracteurs, et que j'aime, hein, je dis pas du tout ça péjorativement, au contraire. Et je suis allé vivre à Genève à l'époque. Donc, mon père insistait beaucoup pour que j'aille bosser en Suisse, parce que ma mère était suisse, que j'avais de la famille là-bas, et il savait que c'était un truc bien, que potentiellement je pourrais
faire ma vie là-bas, etc. Donc, quand il est venu le temps de trouver des stages et que je suis tombé sur cette annonce de job parfait, déjà à l'époque, je voulais être entrepreneur. Je me suis dit que ce serait une bonne rampe de lancement. Et en plus, c'était à Genève, donc je savais que mon père serait content de me voir bosser là-bas, etc. Donc, c'est ce qui s'est passé. On arrive à Genève, c'est Yanis qui me recrute à l'époque. On fait un interview vidéo qui part très rapidement sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le job. En l'occurrence, on est parti sur des livres, je crois. Parce on sortait des premiers confinements. C'était le deuxième confinement. Non, même pas, c'était le troisième, je sais plus. Enfin bon. C'était un des confinements. Et derrière moi, j'avais quelques livres. Et il m'a demandé ce que c'était. Donc, en fait, on s'est retrouvé à parler de trucs rien à voir. Je pense qu'on a parlé de fusion 5 minutes. Et puis, les 25 minutes qui restaient, on a parlé d'autres trucs. Bon, c'était plutôt bon signe pour moi. Mais c'était surtout les premières pierres, le truc qui montrait vraiment qu'on était aligné sur pas mal de choses. Puis après, bon, je passe les détails, mais j'ai été pris là-bas. Et très rapidement, on s'est super bien entendu. Les deux, on bossait beaucoup. On se tapait des barres au travail. Et les deux, on a toujours cette vision-là que en fait, le travail, en fait, c'est quand même une énorme partie de votre vie. Et si vous la passez à vous faire chier et à faire un truc que vous aimez pas, ben, ça n'a pas vraiment de sens. Et nous, on résume ça à le travail, ça doit être quelque chose dans lequel tu dois pouvoir travailler très dur, mais en même temps dans lequel tu dois te taper des barres. Et pour nous, c'est vraiment très important cette notion de se marrer. Dès qu'on se voit, il y a, je pense, au moins un fou rire. Dès qu'on se pose pour travailler, il y a toujours des moments où on part sur un truc rien à voir, etc. Certains vont dire que c'est de la perte de temps. Moi, je pense que c'est au contraire le seul truc qui permet de vraiment tenir dans la longueur, c'est de passer des beaux moments. Enfin bref, je pars en couille. Tout ça pour dire quoi? Donc, on se rencontre au boulot, on s'entend très bien. On a plein d'idées de boîtes, de start-up, etc. On s'en présente quasiment une par jour. Donc, au-delà de celles qu'on présente, on en a nous-mêmes. Ça va du pressing à domicile enfin, du pressing qui vient chercher des trucs à domicile à des idées de fonds d'investissement, à du service à la maison. Enfin bon, il y en a vraiment eu pour tout et pour tous les goûts et les couleurs. Et, euh, et rien ne se concrétise. Mais un jour, et c'est là où il faut que je fasse une aparté sur Genève, un jour, je reviens vers Yanis en lui disant j'ai peut-être un truc qui peut être intéressant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir? Genève, c'est une ville qui est un peu particulière dans le sens où elle est quasiment transfrontalière en fait. C'est-à-dire que je vais regarder rapidement sur Maps. Voilà. Genève, c'est là. Hop. Merde. Ouais. Genève, c'est là. Là, on voit rien du tout. C'est absolument immonde. Voilà. Genève, c'est ça. Donc là, vous avez Genève. Et vous voyez, ça, c'est ce qui le relie à la Suisse, là, au canton de Vaud, en l'occurrence. Et là, il y a une enclave genevoise dans le canton de Vaud. Bon, bref. Ça, c'est ce qui relie Genève à la Suisse. Et quand vous regardez la gueule de la Suisse, vous voyez bien que là, quand même, il y a la moitié du lien qui est le lac, donc lac Léman, lac de Genève pour les Genevois. Et, euh, et le reste de Genève est vraiment quasiment une presqu'île en France. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui bossent à Genève qui habitent en France. Là, vous le voyez, il y a des villes que vous devez connaître très certainement. C'est le cas d'Annemasse, Ferney-Voltaire ou Saint-Julien-en-Genevois. Ces trois villes-là sont blindées de mecs qui bossent en Suisse, en fait, qui bossent à Genève. Euh, pour des raisons très simples, c'est qu'en fait, quand tu habites à Genève, tu gagnes 4000 balles de SMIC. Quand tu habites à Annemasse, tu en gagnes 1700, en fait. Donc le choix est quand même très vite fait. Et en plus, je dis 4000 balles, mais c'est 4000 francs. Et le franc arrête pas de monter. Et un mec qui a commencé à bosser là-bas à 4000 francs, aujourd'hui en euros, il gagne peut-être 4400 euros. Alors qu'avant, ça devait être 3800. Voilà, il a pris 600 balles par mois juste avec les taux de change. Donc, le case Genève est un case de frontalier. Il y a beaucoup de frontaliers qui habitent là-bas, dont votre serviteur,
qui, quand il est arrivé, a fait la pince et s'est dit je vais pas habiter à Genève, même en étant suisse. Ce qui d'ailleurs m'a valu le courroux de ma tante genevoise, qui n'aime pas trop de masse. Les Genevois n'aiment pas trop de masse. Mais moi, je suis allé me foutre ici. Voilà. Je suis allé habiter à proximité de la gare. Je suis allé habiter rue du Commerce. Donc, juste. Voilà, le mec est perdu. Rue Cocan. Ouais, c'est un peu avant. Parc Montessuie. Donc voilà. Et là, il est venu de la gare. Et là, il doit y avoir la rue du Commerce. Ici, là. Ça. C'est celle-là. Donc, je suis allé habiter là. Et j'allais bosser tous les jours en prenant mon train ici ou mon tram qui est ici, là. À Genève. C'était direct, je mettais, bon, en plus j'ai travaillé aux eaux vives, qui est ce quartier-là, là. Je mettais en gros 15 minutes pour aller au travail, quoi. Donc à l'époque, je venais de stage de Paris. euh, 15 minutes pour aller au travail, c'était du luxe. Donc il y avait vraiment, euh, pour moi, il n'y avait pas vraiment de sens à habiter à Genève à l'époque. Et donc je rentre un jour au taf et je dis à Yanis, étant le petit avare que je suis, je dis à Yanis que j'ai calculé la rentabilité de mon propriétaire de l'époque et qu'elle était énorme en fait. Parce qu'il louait à peu près, il louait à peu près sa chambre 700 balles. Voilà. Il avait 4 chambres, donc il touchait 2800 par mois. Ça fait 5600 plus 28 000, ça fait 33 600 balles par an. Et l'appart devait valoir à peu près 3500 du mètre. Euh, Par là, il devait faire à peu près 100 mètres carrés. Donc en gros, vous aviez un truc qui était à peu près, grosso modo, hein, à 10% de renta brute. À l'époque, en tout cas, c'est ce que je comprenais de ça. Je ne comprenais pas encore très bien l'immobilier, la rentabilité, les calculs, etc. Dans lesquels on pourra passer du temps. C'est des sujets qui sont assez intéressants au final. Mais enfin, je rentre en lui disant, putain, regarde, mon proprio, il a ce gros appart, il le loue à 4 personnes, ça part super bien. Et oui, ça part super bien. Pourquoi? Parce qu'en plus, le mec nous faisait poster les annonces quand il y a un locataire qui part. Et on savait que on se faisait ensevelir de demandes. À chaque fois qu'on postait une chambre, les quantités de demandes étaient énormes. Ça pouvait être 50 demandes dans la journée, 100 demandes en 3 jours pour une chambre. Donc on connaissait très bien, je connaissais très bien le case, les dessous du décor. Et comme on avait les chiffres, qu'on voyait à peu près combien ça coûtait, quel type de travaux il avait fait, etc., on s'est vite rendu compte que c'était un excellent investissement immobilier. Donc, ni deux nous vient l'idée de faire la même chose. En plus, à l'époque, Yannis cherchait à investir en immobilier, donc c'était le case parfait pour lui. Et on chope un premier appart à Annemasse, après 3 mois de recherche. 3 mois de recherche quand même longuement infructueuse, mais au bout d'un moment, on trouve un truc qui est vraiment beau, bel appart, pas trop de travaux à faire, la cuisine a une bonne gueule. Euh, on se dit, voilà, bon, ça sera peut-être... je vais regarder si j'ai des vidéos de cet appart à l'époque. On se dit, voilà, ça pourrait être éventuellement le bien parfait. Donc à l'époque, on passe à la banque. N'étant pas entrepreneur, je pouvais encore emprunter. Aujourd'hui, je peux vous dire que je sais à peine si on me répond au téléphone. Mais enfin, à l'époque, je pouvais emprunter. Et avec mon salaire suisse, je faisais saliver. Avec mon salaire suisse, mes 27 ans et mon absence de crédit, je faisais saliver absolument tous les banquiers de la région. Donc quand je suis arrivé à la banque, on nous a fait un prêt sans difficulté, quoi. Même si les taux avaient un peu remonté, bon, c'était pas excellent. Attendez, parce que là, je me paume dans mes trucs. Hop. Voilà, photo de l'appartement, avant rénovation. Voilà. Voilà. Donc, on chope un appart qui a à peu près cette gueule-là. Avant réno, il avait déjà une belle tête. Franchement, il était quasiment fini. Voilà, ça, c'était une chambre qui donnait sur le salon. Hop. Voilà,
Ça, c'était une sorte de deuxième salon. Voilà. Et il y avait une porte ouverte, une double porte qui donnait sur, voilà, sur cette chambre-là, en fait. Et ça, c'était la cuisine. La cuisine était top. On n'a pas touché à la cuisine. On a fait quelques modifications. Mais on n'a pas touché à la cuisine. Hop, voilà. Donc, on trouve cet appart. On passe devant la banquière valide le truc. On trouve un mec pour faire les travaux. Et les travaux, pour la faire très simple, c'est de fermer le salon que vous avez vu, le salon actuel, et de faire en gros 4 chambres, et d'aménager, tout en aménageant l'entrée là, pour faire une sorte de salon dans l'entrée, qui donne sur la cuisine, et donc ça ferait 4 chambres, un espace de vie commun pas trop dégueu, et une belle cuisine aménagée, où voilà, on aurait vraiment un lieu de vie. On trouve un mec, un artisan local pour travailler, avec qui on bosse encore, on s'entend très bien avec lui. On le met sur le truc, on refait les salles de bain, on refait la totale. Bon, on passe pas mal de temps en short dans l'appart à monter des meubles. Et à la fin, on sort un appart qui a une bonne gueule, hein. Franchement, on était assez content du résultat final. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, quand on le met en location, en fait, il part très vite. Et on savait, en réalité, en le faisant, avec sa proximité à la gare, c'était un appart dans lequel moi, j'aurais préféré vivre que dans l'appart où j'étais. Et vu le nombre de demandes que j'avais, je me suis dit, très certainement, ça doit marcher. Toujours important, en réalité, de s'imaginer vivre dans le truc. Je veux dire, même les mecs, même les Donald Trump ou je sais pas quoi, les manias de l'immobilier qui ont des tonnes de, qui ont des tonnes d'immobilier, s'imaginent toujours plus ou moins vivre, je pense, dans les lieux qu'ils améliorent, qu'ils aménagent. Alors, hop, voilà ce qu'on a fait à la fin. Donc ça, c'était l'entrée. Là, au fond, je sais pas si vous reconnaissez, là, c'était le salon. Là, c'était la chambre de droite. Et ça, c'était une seule salle de bain dans laquelle on en a fait deux. Voilà. Et donc, hop, voilà ce que ça donne. Là, le mec a laissé son énorme coude poilu. Ah, mais c'est le mien ou c'est celui de... Non, je crois que c'est celui de Yanis. J'ai pas autant de poils, moi. Ouais, ça doit être Yanis. Yanis qui a beaucoup de testo, donc beaucoup de poils. Enfin bref, voilà ce que ça donne. On a fait une petite déco parisienne. Alors il y a des trucs qui ont changé, hein. Ça, c'est un autre fauteuil maintenant. Bon voilà, mais c'était quasiment fini. Il nous manquait quelques meubles à livrer. Et voilà, la cuisine, comme j'ai dit, n'a pas bougé, à part un meuble qui était là, qui s'est cassé la gueule avec l'entièreté de la cuisine, l'entièreté de la vaisselle qu'on avait acheté dedans. Un jour, on arrive et il y avait toutes les assiettes étaient explosées au sol, catastrophique. Enfin bon. Et on a mis voilà quelques tableaux pour faire joli dans la cuisine qui n'a pas évolué. Et derrière, voilà. Et derrière les chambres, voilà ce que ça donnait. Donc on avait quand même des chambres franchement sympas, lumineuses, à 2 pas de la gare. Celle-là celle-là est vraiment canon. Euh, voilà. Donc on était très content de ça. Et quand on en parlait autour de nous, qu'on racontait ce qu'on avait fait avec cet appart, il y avait pas mal de gens qui nous disaient mais attendez, mais moi j'aimerais bien faire la même opération, etc. J'aurais aimé monter la même chose. Est-ce que vous pourriez m'aider à le faire? Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver l'appartement? Donc très vite germe l'idée chez nous que en fait ce qu'on a fait aurait pu être l'équivalent d'un MVP, c'est-à-dire en gros, c'est-à-dire d'un test du marché, pour parler en langage startup, voilà, ce qui, en fait ne sert pas à grand chose, hein. Je veux dire, il y a des mots français qui existaient pour dire ce genre de choses. Mais en gros, on fait un test de marché avec cet appartement. Et, et on se dit, en fait, mais vendons des projets comme ça. Sauf que, entre-temps, et parce que nos cerveaux étaient de véritables soupières à l'époque, on avait 36 projets de boîtes différentes, dont un qui s'appelait Stradal, dans lequel on a investi énormément d'énergie. Et en gros, ce concept de boîte, c'était très simple, c'était que
les voitures de collection, et de manière plus générale d'ailleurs, hein, tous les trucs qui se collectionnaient à l'époque, il y avait les cartes Pokémon étaient en train d'exploser, les bouteilles de vin, les montres, le... Qu'est-ce qu'il y avait encore je sais pas, en fait, tout ce qui pouvait avoir de l'intérêt, de la valeur, ça allait jusqu'à des os de dinosaures, etc. Tous ces trucs-là. Alors, il y avait eu une vague de tokenisation avant, et là, c'était encore une vague après. Tous ces trucs-là devenaient des investissements potentiels pour certaines personnes. Et il y avait une course à l'échalote à qui va démocratiser tel truc collectionnable en premier. À l'époque, il y avait Rally qui cartonnait. Nous, on aimait beaucoup Rally. Je vais vous montrer ça un peu. Je crois que ça s'écrit comme ça. Non, perdu. Hop. Ouais, Rally collective. Ouais. Tu vois, Alternative Asset Investment. Voilà. Donc, il y avait Rally qui cartonnait. Il y avait Cult Wine. euh, Cult Wines. Voilà. Tout ce genre de boîtes. Donc, en fait, tu pouvais investir dans, voilà, dans les... Donc là, c'était évidemment spécialisé en vin, mais tu pouvais investir dans des trucs un peu collectibles. Pour les montres, il y en avait. Pour l'art, il y en avait, bien sûr. L'art, c'était le premier. Il y avait Pacassa. Il y avait... Est-ce que c'est ça? Non, je pense plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais enfin bref, il y en avait de tous les côtés. Et il y avait même des néobanques qui commençaient à proposer ce genre d'invest sur leur plateforme. Donc on s'est dit, bon, faut vraiment le faire. Et à l'époque, euh, nous, on n'en pouvait plus des bagnoles de collection, en particulier moi. Et je m'étais dit, mais sortons le produit pour les voitures de collection. D'autant plus qu'à l'époque, il y avait des Australiens qui s'appelaient Chrome Temple. Voilà, Chrome Temple. Qui avaient... Voilà, à chaque fois que je vais sur le site, c'est toujours une petite émotion. Qui avait sorti ce produit de malade avec des voitures, bon, ceux qui aiment un peu les bagnoles le reconnaîtront, la SLR, la R32, etc. Des voitures de fou, la Diablo, euh, que en fait ils achetaient à bon prix, ils les stockaient. Le principe de la boîte est très simple, hein. C'est-à-dire, tu lèves des fonds, tu achètes des bagnoles où tu penses que la valeur va monter, tu attends que la valeur monte, quand la valeur va monter, tu la revends. C'est le truc le plus con, la spéculation la plus basique possible. Mais enfin, travailler là-dedans, si tu aimes les voitures, c'est quand même le pied. Et on s'était dit qu'on pouvait encore aller un peu plus loin et saupoudrer d'une couche d'expérience ce truc-là en éventuellement faisant en permettant de conduire les bagnoles aux mecs qui investissaient, en créant des événements, en invitant des guests spécialisés dans la bagnole. Et en plus, à l'époque, il y avait un mec qui nous avait suivi pour cette boîte, quelqu'un à qui je m'entends encore très bien, Dieu merci, mais qui était vraiment une personne exceptionnelle, et qui était mécanicien en Formule 1. Voilà. Donc sur l'aspect technique, on avait vraiment ce qui se faisait de mieux, quoi. On avait vraiment ce qui se faisait de mieux. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à lancer une boîte qui s'appelle Stradal. Attendez, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. On avait fait un deck, voilà. Ah, voilà. Voilà. Hop. Donc, ça donnait ça en fait. C'était Stradal, de l'investissement dans les voitures de collection. Et on s'était vraiment fait chier à faire une presse aux oignons, quoi. J'avais passé un temps de fou sur cette presse, voilà. Pour en gros expliquer le concept, donc c'était plus ou moins un fonds d'investissement dans les voitures de collection. À la fois, il y avait un aspect business et à la fois, il y avait un aspect expérience. Et en gros, le but, c'était de dire, bah, au lieu d'acheter une bagnole que tu vas rouler sans borne, une Porsche que tu vas rouler sans borne et que tu vas pas entretenir et qui va te coûter une blinde, mets de l'argent chez nous. On va sélectionner des voitures top qualité
top performance, on est sûr de jamais se faire baiser parce qu'on a la crème de la mécanique avec nous. En plus, le mec avait fait 20 ans de voitures de collection, des voitures de course. Il a touché des voitures à plusieurs millions, voire des dizaines de millions d'euros quand même. Moi, je suis allé le voir au Mans Classique. Alors, je vais pas dire son nom parce que ça va peut-être le gêner, mais je suis allé le voir au Mans Classique. Il m'a fait passer derrière les cordelettes et tout. Mais des voitures, si vous aimez ça, mais de malade mental. De malade mental. Et je vais pas dire les modèles parce qu'on pourrait le reconnaître, mais de malade mental. Enfin, toutes les voitures que vous avez pu regarder, ceux qui ont joué à Gran Turismo déjà, c'est sûr que vous êtes morts. Vous seriez tombé dans les pommes. Et les autres, enfin, même si t'es insensible aux bagnoles, quand tu vois ça, tu pètes un câble. Donc on avait vraiment le mec surqualifié qui garantissait que les voitures qu'on achetait étaient en état parfait, que on aurait un entretien parfait dessus, etc. Donc, bon investissement. En plus, à l'époque, je fais une parenthèse là-dessus, mais tu pouvais gagner du 25% par an. C'était quand même, c'était une époque bénie. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça y va fort. Et de l'autre côté, quand même avoir ce côté expérience, c'est-à-dire que si tu mets de la thune dans le fond, ben, on va pas se foutre de ta gueule, tu vas avoir, voilà, j'ai montré un peu ce qu'on avait fait, mais t'allais avoir ton application, on allait faire des vidéos de fou sur les voitures, slow-mo, car porn, des articles, enfin, si t'aimes les voitures, ce métier que je voulais faire là, c'était vraiment le pied, quoi. Le pied, en fait. Tu te levais le matin pour faire des vidéos là-dessus, c'était incroyable. Et, euh, et voilà, et tu vois, les returns que tu faisais sur certaines bagnoles, donc là, tu prenais la F40, c'était démentiel. C'était démentiel. Sur 3 ans, tu gagnais plus d'1 million d'euros, de francs. Enfin, c'était dingue. C'était dingue. Et c'était, voilà, ça c'était le rapport Knight Frank qui était sorti à l'époque. Donc Knight Frank qui fait aussi beaucoup d'immobilier de luxe, hein. Et Agarty qui sont spécialisés dans les bagnoles. Et t'avais, mais des voitures qui sortaient. Voilà, regardez la première en haut, la McLaren F1, 86% d'augmentation de valeur. La Bentley R-Type Continental, là, ici, 70%, 70%. C'était dingue. Donc, on avait en tête tout pour réussir, marché calvant en poupe, euh, boîte sympa, c'est-à-dire que si t'as un peu de rond, t'as envie de te dire que bon, tu mets là-dedans. Expérience startup, boîte qui a fait ses preuves, comme Temple, ils ont quand même levé 100 millions pour investir dans les bagnoles. Il y avait équipe dans laquelle on se marrait, mec très chaud en Formule 1. Donc, bon, il y avait un peu tout pour qu'on se dise, allez, ça va cartonner, on y va. Et c'était un bid complet. C'était vraiment, je vous spoil tout de suite parce qu'on ne va pas passer 3 heures dessus, mais c'était vraiment un four. Pour une raison très simple, c'est que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire en entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'ai passé les 3 quarts de mon temps à vendre. Ah, pardon, j'ai passé les 3 quarts de mon temps à concevoir mon produit, à réfléchir à ce qu'on pourrait offrir, à comment proposer le meilleur truc pour nos investisseurs, quelles expériences et machin, et fiscalement, comment ça se passe, en fait, si je revends ma voiture au bout de telle année, comment ça se passe. Je pars dans un bordel intellectuel d'enculeur de mouche, en fait. Vraiment, je passe 6 mois, je crame 6 mois de chômage, mais j'avais 6 mois de chômage, c'était tout. Je crame mes 6 mois de chômage à enculer des mouches sur des trucs absurdes, en fait. Des trucs absurdes. Alors que, et vous vous en doutez à cause de mon lapsus, mais le truc que j'aurais dû faire, c'était vendre. J'aurais dû passer mes 6 mois avec ce deck-là, qui en plus c'est pas dégueu, je veux dire. T'as un truc qui est quand même pas mal. J'aurais dû passer mes 6 mois à vendre et à récolter des informations sur le marché, ce que j'ai pas du tout fait. Donc, bon, après, dans l'absolu, c'était formateur. Il y a beaucoup d'autres raisons qui font aussi qu'on n'a pas percé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on en parlait, les mecs autour de nous étaient quand même très sceptiques sur l'investissement dans les voitures, que ça soit les banquiers traditionnels, les gérants de fortune, etc. Ils aimaient bien le côté expérience, mais ça s'arrêtait assez rapidement là. Je crois qu'au fond, les clients s'en foutent des activités que leur banque leur propose. Donc là, ça aurait été un peu un truc à part, mais euh, c'était pas sérieux, quoi. C'était pas de l'investissement sérieux pour eux. Ce que je peux comprendre. Et puis, il y avait aussi le fait que nous, derrière, on n'était quand même pas non plus
J'étais pas Bernard Madoff, quoi. À l'époque, j'avais rien fait, en fait, concrètement. Donc, donc quand on proposait ce produit-là, on nous demandait qui on était, on expliquait rapidement, et en fait, on n'avait pas de crédibilité. Donc, on aurait pu maquiller la mariée, on l'a fait quelques fois d'ailleurs, mais, euh, mais même comme ça, c'était très difficile d'entrer dans ce marché. Et puis, et ça c'est quand même un détail hyper important, les mecs qui travaillent dans les bagnoles de collection sont quand même des gars, c'est des passionnés pur jus. Et du coup, ça crée, et je pense, en fait, paradoxalement, c'est le truc des métiers passion, mais ça crée une ambiance dégueulasse. Quand vous regardez toutes les filles qui travaillent dans la mode, il y en a quand même. Alors, il y a de tout, hein, je veux dire, je critique personne. Mais enfin, quand même, il y a beaucoup de gens, beaucoup de retours d'expérience de gens qui travaillent dans la mode, dans ces métiers-là, qui t'expliquent qu'il y a des ambiances de merde. Pourquoi? Et parce que c'est des métiers passion, et en fait, je pense que tu tombes dans le malsain, dans le de vouloir tout s'accaparer. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire une corrélation, mais quasiment parfaite, entre solidarité entre les mecs qui bossent et à quel point le métier est passion. C'est-à-dire que là, ta passion, voilà, je vais vous montrer après, ta passion en ordonnée, en abscisse, et ta ouais, difficulté du job, non, en l'occurrence, non, je suis con, pardon, entraide entre les mecs qui perdus. Voilà, je pense que tu as une corrélation parfaite entre, je sais pas si vous voyez, voilà, entre entraide et passion, je pense que tu as une ligne droite quasiment parfaite. Et donc en haut à droite, mais merde, je fais n'importe quoi. C'est pas du tout passion, c'est difficulté du métier. Bon, là, c'est-à-dire que. Ouais, bon, bref. Alors, difficulté du métier. Hop. Voilà, entre difficulté et entraide. Et donc là, sur des métiers faciles, plaisir. Donc là, tu as vraiment pur plaisir. Sur des métiers faciles, plaisir, tu vas avoir zéro entraide. Et donc là, tu auras des métiers comme la mode et comme les bagnoles de collection. Et là, en fait, tu as les mineurs de fond, les agriculteurs, et encore que l'agriculture est un métier passion, mais tu as, t'as ces métiers très très durs. En plus, moi, je viens d'une région où il n'y avait que de ça. Les génies Schneider du Creusot, où les mecs mouraient en sortant de l'acier brûlant de la gueule du four. Enfin, bon, bref. Donc, vous l'aurez compris, l'automobile, ça s'est tué en bas à gauche. Ça faisait partie de ces métiers où les mecs déjà se sentent plus pissés parce qu'ils connaissent plus de modèles que toi. Ça, c'est infernal, en fait. Ça, c'est infernal. Et en plus, vu que t'es le novice, tout le monde va essayer de te mettre une quenelle en te vendant une voiture hors de prix. Voilà. On avait un peu un pied dedans grâce à la personne qui était avec nous. Mais globalement, on était mal vus parce qu'on était des nouveaux. On n'avait pas énormément de fric. On n'était pas milliardaire, on n'était pas à l'automobile club, bon, peu importe. Et c'était pas un milieu dans lequel on serait rentré facilement. Je ne désespère pas un jour d'y mettre le pied. Hein, je veux dire, quand c'est ta passion, c'est ta passion. Mais on a vite compris que ce serait pas forcément la boîte la plus facile à mettre en place. Et puis que derrière, même si on arrivait à lever, acheter les bonnes voitures au bon prix, etc. Bon, voilà. C'était pas forcément l'idée la plus simple de business. Et en parallèle, on avait toujours les gens qui nous disaient, mais attendez, cette opération que vous avez faite en IMO, elle est vachement bien, moi j'aimerais bien faire la même et tout. Ce qui fait que rapidement, on s'est retrouvé à mener de front et Stradal et une boîte qu'on a appelée Milestone. Alors au début, on l'a appelée Nama. Bon, Nama, on est tous d'accord que ça fait hippie. Donc ça c'est pas très sérieux pour de l'immobilier. Et donc on a appelé ça Milestone. Alors bon, je sais pas si le nom est parfait ou pas, mais en tout cas ça fait quand même nettement plus sérieux que Nama. Pourquoi Nama pour la parenthèse? Parce que Annemasse en latin ça se dit Namaskai. Donc on a appelé ça Nama. Bon, bref. Et donc on crée Milestone. Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première chose qu'on fait quand on monte Milestone? Eh ben on fait la même connerie. C'est-à-dire que
moi, plus que Yanis, parce que c'était mes défauts à moi, et puis Yanis était moins à fond dans ces trucs de fractionner. Il aimait bien, mais je veux dire, il était moins à fond que moi. Et je me dis, eh ben, on va refaire de l'investissement fractionné. Et rebolote, je repars sur de l'enculage de mouche pendant 6 mois, où j'essaye de faire rentrer au forceps le concept dans la tête des gens de on va acheter un appart à plusieurs, on va s'occuper de la gestion. Et à l'époque, l'idée qui était, je pense, une idée pas conne dans l'absolu, c'était de dire les parts donc on crée une SAS, on crée une société. Les gens achètent des parts de société en mettant de l'argent dedans. On fait une levée de fonds comme ça. Donc on lève par exemple 400 000 euros. Et avec cet argent, on achète un appartement, on fait les travaux, on le loue. Et vous percevez les loyers de votre investissement sans passer par les banques. Ça, c'était assez important. Sans effet de levier. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, vous pouviez toucher du cash tout de suite. Un peu à la manière d'une SCPI, ça y ressemble beaucoup. À la différence que dans notre système, contrairement à une SCPI, tu pouvais mettre tes parts sur un PEA-PME et tu n'avais pas une imposition dégueulasse. Parce qu'il faut savoir qu'une SCPI, niveau imposition, il y a peu de choses qui sont pires. Faut bien le comprendre. Une SCPI pure, alors après, il y a des montages qui se font de tous les côtés, du démembrement, etc., dans lequel on pourra revenir, mais c'est pas le sujet maintenant. Une SCPI, fiscalement parlant, si tu as un revenu à peu près correct, c'est immonde. C'est immonde. Et là, on avait un truc fiscalement qui était vachement plus smart. Tu avais une SAS, tu mettais tes parts de SAS dans ton PEA-PME, et le cash que générait ta SAS, tu pouvais le réinvestir sans sortir l'argent de ton PEA-PME, c'est-à-dire sans aucune friction fiscale, dans d'autres produits qu'on faisait. Et si tu réinvestissais comme ça non-stop sans te faire imposer, on pouvait sortir des rentas autour de 10% net, en fait. Au bout de 10 ans, quelque chose comme ça, ou 5 ans. Et 11% au bout de 10 ans. Donc des rentes, ou 12%. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais quelque chose dans ces eaux-là. Donc des rentas en immobilier qui sont sympas. Surtout que tu faisais pas appel à ton effet de levier, tu faisais, tu touchais pas ta capacité d'emprunt, tu n'avais pas le risque de faire défaut. C'est-à-dire qu'au pire, si tu le loues pas ou qu'il y a un problème comme ça, au pire, tu as un peu moins de renta. Mais tu n'as pas des gros problèmes de cash flow négatif avec des banques qui viennent te courir après. T'as pas ce genre de truc. Donc ça avait quand même ses avantages. Et puis ça pouvait plaire aussi aux gens qui font de la finance islamique, par exemple. Je sais qu'il y avait des gens que ça avait branché là-dessus. Bon, c'est pas un truc qu'on a creusé spécialement, voilà, mais ça pouvait plaire à des gens qui n'avaient pas forcément envie de passer par les banques. À des crypto bros très shady, enfin bon, bref. Et donc, on essaie de faire entrer cette boîte au forceps, et en fait, on fait une connerie de base, enfin en tout cas, surtout moi. On n'écoute pas les mecs qui nous disent, mais s'il te plaît, aide-moi à faire la même opération, je te file un morceau, tu prends un cut, etc. Bon, au bout d'un moment, on a quand même arrêté d'être con, et on est parti sur ce modèle-là. Donc on a proposé, en fait, le modèle était très simple, et ça ressemble à s'y méprendre à ce que font d'autres boîtes comme Mastéos, Masterclass d'ailleurs d'échecs entrepreneurial, que je vous recommande, pas pour les mauvaises raisons, mais bon, Masterclass d'échecs quand même. Mastéos, il y a Beanstalk qui marche très fort. Voilà, donc toutes ces boîtes d'investissement clés en main. Et en fait, le modèle est très simple. On chine des appartements qu'on estime avoir un excellent potentiel. On les pousse à notre réseau. On les accompagne. Enfin, on fait évidemment en amont toute la modélisation. On pense qu'il y a tant de travaux, ça prendra tant de temps. Vous toucherez vos loyers là. Si vous touchez vos loyers là, vous gagnerez tant, etc., etc., etc. Bon, on fait toute la modélisation de A à Z jusqu'à la revente, et en général, on modélise sur 10 ans, 20 ans, 25 ans, ça dépend de ce que les gens veulent. Et derrière, on accompagne la personne de A à Z pour trouver son crédit. Ça, beaucoup de gens ne le font pas, nous on le fait. On accompagne pour trouver le crédit, on accompagne pour euh, toute la partie notariale. On a un notarié qui en bosse, nous on se tape la lecture des documents, etc. On accompagne pour le suivi des travaux. On travaille avec notre artisan qui avait fait l'appart que vous avez vu précédemment. Donc le suivi des travaux, la mise en place des premiers locataires, la perception des premiers loyers, la création de la SCI ou autre si besoin. Enfin vraiment la totale.
Et après, quand l'appart est mis en location, nous, on continue à faire un suivi. Alors, on bosse avec une boîte pour la gestion, une boîte dans le coin. Et en fait, le type qui veut faire un investissement immomo sans faire une connerie se retrouve avec un produit vraiment clé en main dans lequel il est sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà. Petite parenthèse là-dessus, la plupart des gens qui font des investissements immobiliers pensent être rentables, c'est des notions qui ont l'air simples mais qui peuvent avoir leur complexité et peuvent très souvent perdre de l'argent. Moi, j'ai vu des potes me montrer des projets tout contents d'avoir trouvé quelque chose. Le projet allait perdre. C'est pas parce que vous touchez un loyer, vous gagnez de l'argent en fait, hein. Si vous prenez en compte, c'est pas parce que d'ailleurs, c'est même pas parce que votre crédit est plus faible que le loyer que vous touchez que vous allez gagner de l'argent, hein. Non, il y a d'autres mécanismes à prendre en compte et parfois vos cash flows, la plupart du temps, c'est les cash flows qui vont vraiment faire la différence. Parfois, vous avez des cash flows négatifs, vous mourrez très vite. Enfin bon, bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous faites des mauvais investissements immobiliers, même s'ils ils ont l'air bien. On pourrait faire, d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo qui passe sur les erreurs classiques de compréhension de la renta. Voilà. C'est vraiment un truc à avoir en tête. Et puis, il faut bien comprendre aussi que quand vous achetez un appart, en fait, les gens font quoi? Ils regardent le montant de la mensualité, le montant qu'ils vont gagner, et puis basta. En fait, il faut comprendre que quand vous achetez un appart, déjà, vous allez engager des frais, que ce soit la rénovation ou que ce soit les frais de notaire, etc. Avant de rembourser ces frais sur une revente, il faut quand même rentrer du cash. Oui, il faut un certain temps pour que le bien immobilier augmente. Enfin bon, bref. Je m'égare. Tous ces mécanismes qui n'étaient pas forcément compris par la plupart des gens, qui peuvent faire très vite des très mauvais investissements immobiliers, on permettait de les contourner. Nous, on avait des modélisations financières poussées grâce aux expériences qu'on a pu avoir là-dedans. Et ça, en fait, ça a constitué une première branche qui était la branche de Milestone qui s'adresse aux particuliers. Donc, boîte immobilier, immo clé en main, branche particulier. Ça fait son bonhomme de chemin. On vend une première opération qui part complètement en couille. C'est un fiasco complet qu'on pourra disséquer, mais enfin on arrive à en vendre une. Le fiasco n'est pas totalement de notre faute. Il y a des erreurs qu'on a faites que je reconnais volontiers, mais enfin, on s'est quand même fait un peu planter de tous les côtés. On laisse pas tomber, on repart et on vend deux autres opérations derrière. Donc il y a deux opérations de 4 chambres, voilà, toujours de la colocation, du co-living. 4 chambres, les deux ont de très belles rentas, elles sont en train d'être livrées actuellement. Et un des axes de cette chaîne, ça va être de développer en fait cette boîte de ce côté-là. Donc là, on a créé un groupe WhatsApp dans lequel on poste les offres, euh, dans lequel d'ailleurs tout le monde peut rentrer. Et les offres sont floutées, un peu anonymisées. Si les gens sont intéressés, ils peuvent venir en parler avec nous. Un des buts de la chaîne, ça va être de montrer comment on fait grossir ce marché-là et comment on arrive à adresser cette demande qu'il peut y avoir. Donc premier axe, les particuliers. Deuxième axe qu'on fait avec Milestone, et donc là je vais prendre 2 minutes pour expliquer qu'on a quand même un peu de chance là-dessus. Mais en gros, dans notre entourage, dans les cercles qu'on connaît, il y a, donc de par nos expériences passées et de par les liens qu'on peut avoir, amicaux, familiaux, etc., peu importe, euh, il y a des investisseurs qu'on pourrait qualifier d'institutionnels. Donc ça change de l'investisseur particulier comme vous et moi. On rentre dans une classe d'investisseurs qui peuvent aller sur des projets beaucoup plus gros. Et en l'occurrence, on a vendu un premier projet d'envergure. Donc, on est en train de peaufiner les détails. Il y a quelques complexités sur la signature du compromis. Mais enfin, l'offre a été acceptée et le projet a été vendu. On a vendu un family office, un immeuble de 35 chambres. Donc 35 chambres, ça fait à peu près entre 3 et 4 millions d'euros. Pour développer notre activité voilà, sur des biens plus grands, trouver un peu plus de renta là-dessus. Donc c'est un deuxième axe qu'on est en train de développer, qui est très similaire au premier dans l'absolu, mais sur des opérations plus courtes, de plus grosse envergure,
Et je pense qu'il pourrait être intéressant à suivre pour vous parce que on va vraiment rentrer dans les détails de comment ça se passe l'immobilier à un niveau un peu supérieur. Et puis même pour nous, je pense qu'on apprendra beaucoup de choses en faisant ça, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on a pris un gros niveau en immobilier par rapport à quand on a commencé, mais parler à ce genre d'acteurs, ça, c'est sûr que ça va nous faire progresser. Et donc, premier axe particulier, deuxième axe, les institutionnels. Et il y a un troisième axe, qui est peut-être celui qui est le plus intéressant pour les gens qui suivent, qui va être d'essayer de se financer tout seul, en n'ayant rien, et de faire des opérations nous-mêmes. Donc là, on va être sur différents types d'opérations, parce que c'est sûr qu'on va avoir des difficultés à se financer auprès des banques classiques en ayant les situations dans lesquelles on est. Mais quoi qu'il en soit, on va voir ce troisième axe qui va être certainement des opérations de marchand de biens. Donc, on va essayer de vous montrer comment on se finance, à quel taux, combien on a obtenu, auprès de qui, quel appart on choisit, qu'est-ce qu'on fait dedans, quel bien, pourquoi est-ce qu'on a trouvé de la valeur, etc. Tout ça, je pense que ça fera d'excellents contenus pour vous. Et ouais, ces trois axes-là seront essentiellement les axes qu'on va développer. Ça fera du contenu pour vous et surtout, ça vous permettra peut-être d'apprendre. Bon, modestement, hein, de l'autre côté, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont plus forts que nous, très forts, etc. Mais ça vous permettra d'apprendre les ficelles un peu de l'immobilier, comment choisir un bien, comment éviter les conneries. Ça se trouve, on va faire des conneries que vous pourrez éviter par la suite. Vous pourrez nous dire merci pour le crash test. Enfin voilà, ça va être un peu les trois axes qu'on va développer avec Milestone. Et qui constitueront, je pense, peut-être l'essentiel du contenu de la chaîne. Alors, le contenu de la chaîne n'est pas arrêté, hein, il y aura peut-être, voilà, c'est vraiment, là, c'est un premier jet. Il y aura peut-être, comme j'ai dit, des trucs un peu plus perso, etc. Bon. Mais voilà, pour cette vidéo introductive, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Peut-être préciser que, oui, peut-être préciser en fait, voilà, au-delà de nos activités actuelles pour monter des boîtes dans l'immobilier, les deux, Yanis et moi, donc, on a des vies qui sont très différentes à ce stade. Yanis est jeune papa, il vient d'avoir une fille qui s'appelle Clotilde, qui est vraiment magnifique, et que j'embrasse si elle regarde cette vidéo un peu plus tard. Euh, donc il a une vie de jeune papa qu'il est obligé de financer. Pour ça, il a gardé un emploi, donc l'emploi qu'on avait dans notre ancienne boîte. En revanche, moi, je suis allé les pieds dans le plat faire mes conneries donc sur les deux premières boîtes, mais maintenant, je suis les pieds dans le plat dans une boîte qui commence à prendre. Et pour autant, avant que je touche vraiment des salaires convenables, euh, il y a quand même des appels d'air. Donc, en l'occurrence, j'ai des jobs qui sont à côté. J'ai une première activité que je fais pour une boîte suisse qui s'appelle Gewerbespiel. Voilà, Gewerbespiel, qui veut dire les jeux du commerce, ou le jeu des commerces plutôt. Et le concept est assez génial, c'est que c'est un Monopoly local. Donc vous allez avoir les commerces de votre ville. Au lieu d'avoir la rue de la Paix, par exemple, vous allez avoir, je sais pas, la boulangerie Durand. Bon, alors, ça donnera toujours envie d'acheter, je pense, aux gens qui sont dans une localité. Et moi, mon taf, ça va être, donc j'ai pris un taf de closer. Mon taf en ce moment, c'est de prendre un peu de ma journée, d'appeler des gens dans certaines villes pour voir si ils peuvent être intéressés par apparaître sur les cases, en fait. Donc ça, c'est l'idée. Et pourquoi j'ai pris ça? En fait, une raison très simple, c'est que je suis à chier en vente aujourd'hui, actuellement, et que j'ai envie de devenir meilleur, de m'améliorer, de devenir une brute, en fait. Parce que je pense que la vente, c'est quand même le cœur de la machine, c'est quand même le cœur des entreprises, et que si on n'est pas excellent vendeur, on ne sera jamais excellent entrepreneur. Qui plus est, je pense que tous les grands entrepreneurs ont commencé par la vente, et c'est un truc qui me manquait. J'avais le contact, je veux dire, j'ai pas de timidité spécialement, et j'ai été serveur jeune, j'ai toujours été à l'aise avec les gens, mais enfin, il y a une différence entre vendre et avoir le contact. Donc, ça va être potentiellement un axe de la chaîne d'ailleurs. Peut-être même la prochaine vidéo sera ça. Je pense que je vais faire des sales calls
Et je vais essayer de vous montrer à quel point je peux m'améliorer dans le temps. Donc, euh, donc voilà. Il y a un deuxième axe aussi qui peut être sympa pour certains d'entre vous. Moi, pour mon ancienne boîte, j'ai gardé une activité de producteur, de producer, de slide, où en fait, on travaille quand même beaucoup avec des startups. Là, ils sont partis sur un truc d'entrepreneurs en résidence. Donc, il y a des gens qui viennent pitcher leur boîte, etc. Et la plupart d'entre eux ont, il faut bien le dire, des decks qui sont dégueulasses. Donc, j'avais été recruté par mon ancienne boîte qui m'a demandé si je pouvais faire des missions en freelance pour leur refaire leur deck, ce que j'ai volontiers accepté parce que c'est un truc que j'aime bien. Et peut-être que je vais partir aussi sur une verticale comme ça, donc soit pour mon ancienne boîte, soit sur Malte ou quoi, pour faire des decks de start-up, ce que j'ai quand même l'habitude de faire, que je maîtrise vraiment bien. Et ça pourrait être intéressant aussi pour vous de voir comment on fait un peu des decks qui percutent, qui rendent bien, etc. Avec des avant-après. Bon, pour vous montrer un peu ce que tout ça donne. En tout cas, je pense que cette première vidéo va toucher à sa fin avec ça. Je pense que j'oublie rien et que c'est une première introduction convenable. Je vous remercie d'être resté si vous êtes encore à l'écoute. Et je vous dis surtout à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez regarder le site web de Milestone, il est en dessous. Si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp dans lequel on pousse les offres, vous pouvez cliquer sur le site web, il y aura le QR code, sinon je mettrai le lien du WhatsApp juste en dessous. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Merci de votre écoute. Restez actifs et on se dit à bientôt. Au revoir.